La fiancée du millionnaire la traita mal devant tout le monde dans le hall, mais lorsque l'employé leva la main et prononça 6 mots doux, même l'air s'arrêta et il commença à pleurer intérieurement. « Retourne au travail maintenant. Immédiatement. Bonne à rien. » La voix de Raphaël Courtois résonna contre les murs de marbre du hall principal de l'hôtel particulier de Montaigne, comme si la demeure elle-même avait été réprimandée. 3 coupes en cristal vibrèrent sur la table d'appoint. Une rose blanche tomba du vase sur le sol, et Camille Dupont, debout au milieu du salon avec un torchon à la main et un plateau en argent encore humide contre sa poitrine, ne recula pas d'un seul pas. Raphaël traversa l'espace en 4 enjambées. Le claquement de ses chaussures résonnait doucement sur le parquet ciré. Mais chaque pas semblait porter le poids de semaines entières de mépris accumulé. Ses joues étaient rouges, sa voix altérée, ses yeux remplis d'un agacement qui n'était pas nouveau. Derrière elle, 2 invités qui venaient d'arriver pour le déjeuner des fiançailles s'arrêtèrent net. Un maître d'hôtel laissa doucement tomber le plateau qu'il tenait, sans même s'en rendre compte. Personne ne bougea pour le ramasser. « Es-tu sourde, femme? Je t'ai dit de nettoyer ce couloir avant l'arrivée de mon fiancé, et tu restes là, à me regarder avec ton air indifférent. » Camille ne répondit pas tout de suite. Elle posa délicatement le plateau, le déposa sur la table la plus proche et plia le torchon entre ses mains, lentement, comme quelqu'un qui range quelque chose d'important. Ses doigts, endurcis par des années de travail honnête, ne tremblèrent pas un instant. À 10 mètres du hall, caché derrière le cadre de la porte principale qui venait de se refermer, M. Henri Dubois serra les lèvres. Le majordome en chef avait servi la famille de Montaigne pendant 3 décennies. Il avait vu mourir le père de M. Octave. Il avait porté M. Octave dans ses bras quand il n'était qu'un enfant et avait appris à lire les tempêtes avant qu'elles n'éclatent. Cette tension n'était pas nouvelle. Raphaël Courtois traitait le personnel avec froideur depuis des semaines, mais quelque chose ce matin-là l'avait fait transpirer à grosses gouttes. « Eh bien, » insista Raphaël, se postant à 1 mètre de Camille. « Vas-tu parler ou devrais-je demander à M. Octave de te renvoyer cet après-midi même? Parce que regarde, ma chère, un seul mot de ma part suffit. Un seul. Et demain, tu n'auras plus aucune chance dans cette ville. Aucune. » Les invités échangèrent des regards gênés. Une femme âgée, avec un collier de perles qui valait plus que la maison où Camille était née, porta la main à sa poitrine. Un jeune homme avec un carnet à la main, car il avait été engagé pour noter les détails de l'événement des fiançailles, leva lentement les yeux. Son instinct professionnel lui disait que cela allait devenir quelque chose de plus grand qu'une simple dispute. « Madame Courtois », dit finalement Camille, d'une voix si basse que tous durent se pencher pour l'entendre. « J'ai terminé le couloir il y a 2 heures. Si vous voulez, vous pouvez aller vérifier. C'est propre. » « Ne me parle pas sur ce ton, » répliqua Raphaël, le visage près du sien. « Tu n'es personne ici. Tu fais partie du personnel, tu comprends? Du personnel. Et les gens du personnel ne répondent pas. » Monsieur Henri ferma les yeux. C'était plus que ce qu'un être humain devait supporter en silence. Mais il connaissait Camille. Il savait qu'elle ne répondait jamais. Elle travaillait à l'hôtel particulier depuis 7 mois et n'avait jamais élevé la voix, n'était jamais arrivée en retard, n'avait jamais demandé de faveur. Elle était discrète par choix, comme si elle voulait traverser le monde sans laisser de traces. Raphaël tendit la main avec autorité, une main chargée de bagues, parfumée, manucurée, et la laissa suspendue en l'air, indiquant la direction de la sortie pendant une seconde éternelle. Un mot de plus. Et je te jure que cet après-midi même, tu ramasses tes affaires. Un mot de plus. Et personne dans cette ville ne t'ouvrira la porte de sa maison. Ce fut alors que Camille fit quelque chose que personne n'attendait. Elle leva sa propre main lentement, la paume ouverte vers Raphaël, comme quelqu'un qui demande au vent de s'arrêter. Elle ne cria pas, ne recula pas, ne se défendit pas avec des mots agressifs. Elle plaça simplement cette main simple, modeste, humble, en l'air entre les deux et dit 6 mots. 6 mots qui allaient diviser cet après-midi en 2 moitiés, la moitié d'avant et la moitié d'après. Votre voix n'atteint pas cet endroit-là. Raphaël cligna 1 fois, 2, comme si elle n'avait pas compris. Elle baissa la main, la remonta de nouveau, la baissa encore. Elle chercha des yeux les invités, le maître d'hôtel, l'homme au carnet, comme attendant que quelqu'un lui dise qu'elle entendait mal, mais tout s'était figé. « Quoi? Qu'as-tu dit? Employé? »« J'ai dit que votre voix n'atteint pas cet endroit-là, Madame Courtois, » répéta Camille avec la même sérénité qu'avant. La main toujours levée, la paume ouverte, le regard calme, sans défi, sans soumission. « Vous pouvez me réprimander, vous pouvez me faire des remarques devant qui vous voulez, vous pouvez me commander de nettoyer tout l'hôtel particulier avec une petite brosse. C'est pour cela que j'ai été embauché et pour cela que je suis payé. Mais il y a un endroit à l'intérieur de moi où votre voix n'entre pas. Cet endroit ne vous appartient pas. Il appartient à ma mère et à Dieu et à personne d'autre. » Le silence qui suivit fut si dense qu'on entendit clairement le tic-tac de l'horloge grand-père
qui ornait le coin du hall. La rose blanche qui était tombée auparavant roula 2 centimètres de plus sur le sol. « Comment oses-tu » s'exclama Raphaël, se remettant du choc. Sa voix se brisa en un aigu, comme lorsqu'un verre de cristal se fissure de l'intérieur, mais tient encore. « Comment oses-tu, fille de service, toi, une femme de ménage, me parler de ta mère comme si cela m'importait. Ta mère a sûrement été une autre femme à frotter les sols de gens bien, et maintenant tu prétends « Ne parlez pas de ma mère, madame ». Camille n'éleva pas la voix, mais quelque chose dans le ton changea et tous le sentirent. Même Raphaël, même les invités, même l'horloge qui sembla hésiter une seconde avant de continuer à marquer le temps. « Ne parlez plus de ma mère, s'il vous plaît ». Le « s'il vous plaît » tomba comme une douce pierre sur le marbre, sans violence, mais avec un poids qui divisa l'atmosphère en deux. Ce fut à cet instant, exactement à cet instant, que la porte principale s'ouvrit et que les pas fermes d'un homme traversèrent le hall. Octave de Montaigne-Vidal venait d'arriver du bureau. Il tenait un bouquet d'orchidées blanches à la main, un sourire aux lèvres et la cravate desserrée par la chaleur de l'après-midi. Il venait déjeuner avec sa fiancée pour célébrer l'approche des fiançailles officielles. Il arrivait sans savoir qu'il était sur le point d'assister à la scène qui allait changer tout ce qu'il croyait. Il resta immobile à 3 mètres des 2 femmes, les orchidées suspendues à mi-hauteur, le sourire figé sur son visage. « Raphaël, que se passe-t-il ici ?» Raphaël se tourna vers lui comme si elle avait été secourue du fond d'un puits. Son expression changea en une fraction de seconde. Ses joues passèrent du rouge de colère au rose de victime. Ses yeux se remplirent de larmes qui apparurent comme par magie. Sa voix s'adoucit jusqu'à devenir du miel. « Mon amour, amour, tu es déjà là. Regarde ce que cette employée m'a répondu. Elle m'a manqué de respect devant tes invités. Octave, cette femme ne peut pas rester ici. Je la veux hors de la maison tout de suite. » Octave regarda les invités. La femme au collier de perles baissa les yeux. L'homme au carnet continua de regarder ses notes comme si ce qu'il avait écrit l'intéressait soudainement beaucoup. Personne ne parla. « Camille » demanda Octave en se tournant vers elle. « Est-ce vrai ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Elle baissa la main qu'elle avait encore levée, la laissa tomber doucement le long de son corps, et seulement alors regarda Octave. « Monsieur de Montaigne, je n'ai pas manqué de respect à Madame Courtois. J'ai levé ma main pour lui demander en silence de ne pas s'approcher davantage. Si c'est un manquement, renvoyez-moi. Si c'est une erreur, renvoyez-moi. Si la vérité vous dérange, renvoyez-moi. Mais je ne mentirai pas devant vous, ni aujourd'hui, ni jamais. » Octave resta immobile, la regardant comme s'il la voyait pour la première fois en 7 mois. Jusqu'à ce jour, Camille Dupont avait été pour lui une ombre efficace. Une femme qui pliait ses serviettes avec des coins parfaits. Une employée qui ne croisait jamais son regard et maintenant, il la voyait face à lui, la tête haute, soutenant son regard sans ciller, sans s'excuser, sans trembler. Quelque chose bougea en lui, quelque chose de vieux, quelque chose d'enterré. « Octave » réclama Raphaël, en le voyant hésiter. « Ne me dis pas que tu vas la croire elle, une employée, après tout ce que je suis pour toi, après les projets que nous avons. Cette femme ment et tu la laisses debout dans ma maison. Ce n'est pas encore ta maison, Raphaël. » La phrase sortit de la bouche d'Octave avant même qu'il ne s'en rende compte. Elle sortit seule, comme une vérité qui attendait depuis longtemps un passage pour s'échapper. Raphaël ouvrit les yeux. Les invités ouvrirent les yeux. Monsieur Henri, caché derrière le cadre, ouvrit les yeux. « Comment ? Comment as-tu dit ? J'ai dit que ce n'est pas encore ta maison, et j'ai dit qu'avant de renvoyer qui que ce soit, je vais comprendre ce qui s'est passé ici. » Octave se dirigea vers une chaise du hall. Il déposa les orchidées sur le dossier avec soin, comme si les fleurs n'avaient aucune faute. Il desserra complètement sa cravate et regarda Camille à nouveau. « Camille, s'il vous plaît, accompagnez-moi à la bibliothèque. Je voudrais vous parler. »« Octave !» protesta Raphaël, le visage tendu. « Et toi, Raphaël, attends ici ou monte dans ta chambre ou fais ce que tu veux, mais en ce moment même, je vais lui parler. » Raphaël resta bouche bée. Le maquillage commença à couler pour de bon, sans aucune comédie. L'homme au carnet, sans que personne ne le remarque, avait tout noté en silence pendant toute la scène. Les invités se retirèrent dans le jardin, feignant d'avoir besoin d'air. La femme au collier de perles murmura à son mari « Quelque chose de grand va se passer dans cette maison, je le sens au fond de mon âme. » Camille marcha derrière Octave vers la bibliothèque. Ses pas résonnaient sur le marbre, comme si chacun était un poids qu'elle se débarrassait, comme si chaque pas était une prière silencieuse qui trouvait enfin un endroit où tomber. Monsieur Henri, toujours caché, les vit passer tous les deux. Et alors, pour la première fois en 30 ans, le vieux majordome se signa lentement, du front à la poitrine, d'une épaule à l'autre, murmurant quelque chose entre ses dents qui ressemblait à une prière ancienne. Car lui, mieux que personne, avait vu sur le visage de Camille Dupont ce matin-là quelque chose que personne d'autre n'avait remarqué. Cette femme n'était pas arrivée à l'hôtel particulier de Montaigne par hasard. Cette femme était là pour une raison, et cette raison avait un nom.
Un nom que M. Henry gardait écrit à la main dans un vieux carnet en cuir, dans le tiroir verrouillé de sa table de chevet, un nom qu'il avait promis de ne jamais prononcer devant la tombe de l'ancien patron, mais que ce matin-là, voyant Camille entrer dans la bibliothèque de son jeune maître, avait recommencé à trembler dans sa poitrine comme un oiseau effrayé. « Que Dieu nous vienne en aide !» murmura le vieux majordome en fermant les yeux, car la vérité vient de poser le pied dans cette maison et la vérité, lorsqu'elle arrive tard, arrive toujours à la recherche de ce qui lui appartient. Dans le jardin extérieur, tandis que les invités conversaient à voix basse, une grand-mère appuyée sur sa canne regarda vers les fenêtres de la bibliothèque où les rideaux venaient de se refermer. Elle secoua lentement la tête. « Pauvre enfant », dit-elle sans que personne ne comprenne à qui elle faisait référence. « Pauvre enfant, ce qu'il est sur le point de découvrir. » Son mari la regarda sans comprendre. « De quoi parles-tu, ma chère ? À qui dis-tu enfant ?» Mais la grand-mère ne répondit pas. Elle continua de regarder les rideaux fermés comme si elle savait quelque chose, comme si elle reconnaissait quelque chose, comme si dans cet hôtel particulier, après de très nombreuses années, une vieille histoire venait de se réveiller. La bibliothèque de l'hôtel particulier de Montaigne sentait le bois ancien, le cuir usé et l'encre vieille. Les rideaux de velours restaient entr'ouverts, laissant passer un rayon de lumière qui tombait juste au centre du tapis, comme si la maison elle-même avait choisi le décor pour ce qui était sur le point de se produire. Octave ferma la porte derrière lui. Le bruit du loquet s'engageant fut clairement audible. Il marcha jusqu'à la grande fenêtre. Il resta un moment à regarder le jardin, où les invités conversaient encore à voix basse, puis il se tourna vers Camille. Elle était toujours debout au centre de la bibliothèque, les mains croisées devant elle. Elle ne regardait pas les livres, elle ne regardait pas les meubles coûteux, elle ne regardait même pas l'homme qui l'avait fait entrer là. Son regard était fixé sur un point quelconque du sol, comme quelqu'un qui essaye de ne pas penser. « Camille, s'il vous plaît, asseyez-vous. Je préfère rester debout, monsieur de Montaigne, si ça ne vous dérange pas. » Octave respira profondément, marcha jusqu'au fauteuil en cuir le plus proche, mais ne s'assit pas. Il posa les mains sur le dossier et la regarda. La lumière tombait sur les cheveux relevés de Camille, et pour la première fois en 7 mois, Octave se rendit compte que cette femme avait un visage. Pas une fonction, pas un uniforme, un visage qui portait quelque chose. Mais il ne savait pas encore quoi. « Camille, ce qui s'est passé dehors n'était pas bien. De la part de Raphaël, je veux dire, j'ai tout écouté depuis la porte avant d'entrer. Ce n'est pas la première fois qu'elle traite le personnel de cette façon. Mais cette fois c'était différent. » Camille ne répondit pas, se contentant d'acquiescer à peine de la tête. « Je voudrais vous présenter mes excuses au nom de la maison, et en mon nom propre. » Ces mots firent que Camille leva les yeux pour la première fois. Elle le regarda, et dans ce regard, il y eut quelque chose qu'Octave ne sut identifier. Ce n'était pas de la gratitude, ce n'était pas de la rancœur, c'était autre chose. Quelque chose de plus proche d'une peine ancienne, qui trouve soudain une fissure par où respirer. « Vous n'avez pas à vous excuser, monsieur de Montaigne. Vous n'avez pas élevé la voix. Vous ne m'avez pas maltraité. Vous êtes simplement rentré chez vous. Mais je suis fiancé à la femme qui l'a fait, et cela me rend, d'une certaine manière, responsable. » Camille baissa à nouveau les yeux, déglutie. Octave remarqua, pour la première fois, qu'elle avait les yeux brillants, non pas à cause des larmes qui étaient sur le point de couler, mais à cause de celles qui avaient déjà coulé 1000 fois auparavant dans d'autres endroits, lors d'autres après-midi, et avaient laissé cette lumière aqueuse que certaines femmes héritent après avoir beaucoup pleuré en silence. « Monsieur de Montaigne, si vous m'avez fait venir ici pour me renvoyer, faites-le vite, s'il vous plaît. Je dois rentrer chez moi avant le coucher du soleil. Je ne vous ai pas fait venir pour vous renvoyer. Alors, pourquoi m'avez-vous fait venir ?» Octave hésita. Il marcha vers l'ancienne table où son père écrivait habituellement les lettres de famille. Il prit un cadre photo qui était là depuis toujours. Une vieille photographie d'un homme à moustache, regardant l'appareil photo avec le sérieux des portraits anciens. Il la tint entre ses mains un moment, comme cherchant une réponse dans les yeux du défunt, puis il la reposa sur la table et regarda à nouveau Camille. « Je vous ai fait venir parce que j'ai besoin de savoir qui vous êtes. Comment dites-vous, pendant 7 mois, je suis passé à côté de vous sans vous voir, comme si vous étiez un meuble de plus dans la maison. Mais aujourd'hui, quand vous avez levé cette main, quand vous avez dit ces 6 mots, j'ai entendu quelque chose. Je ne sais pas ce que c'était. Je ne sais pas pourquoi cela m'a semblé si familier, mais quelque chose dans votre voix, dans votre façon de vous tenir, m'a rappelé quelqu'un. Et j'ai besoin de comprendre qui est cette personne que vous me rappelez, car depuis que je suis entré dans ce hall il y a 1 heure, je n'arrive pas à me sortir cette sensation de la poitrine. » Camille resta très immobile. Pour la première fois de la matinée, quelque chose sur son visage trembla à peine un instant, comme lorsqu'une bougie vacille avant de s'éteindre. Mais elle se ressaisit aussitôt. « Monsieur de Montaigne, je suis une employée. Je nettoie vos sols, je plie vos serviettes, je fais briller votre argenterie. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir de moi.
C'est exactement ce qui ne me suffit plus, Camille. Il y eut un long silence entre les deux. L'horloge murale marquait les secondes avec une patience de fer. Dehors, quelqu'un rit doucement dans le jardin. Un rire qui ne correspondait pas à ce qui se passait à l'intérieur. « Où êtes-vous né ?» demanda Octave finalement. « Dans un petit village que presque personne ne se rappelle déjà. Il s'appelle Saint-Amand-les-Eaux. » Octave se figea, lâcha le dossier du fauteuil, fit un pas vers elle sans s'en rendre compte. « Saint-Amand-les-Eaux. Oui, monsieur. Dans les montagnes du Nord. Oui, près de la rivière du Serpent. » Octave porta la main à son front, marcha jusqu'à la fenêtre, revint, marcha encore comme si ses jambes ne lui répondaient pas tout à fait. Camille le regardait sans comprendre. « Y a-t-il un problème, monsieur ? Mon père est né là-bas. » Camille ne répondit pas, n'ouvrit pas les yeux, ne montra aucune surprise, se contenta d'acquiescer doucement, comme si elle connaissait déjà cette information. « Mon père est né à Saint-Amand-les-Eaux », répéta Octave comme se parlant à lui-même. « Il y a passé son enfance. Ma grand-mère l'a emmené en ville quand il avait 9 ans. Après la mort de mon grand-père, ils ont vécu longtemps dans une chambre au-dessus d'une boulangerie jusqu'à ce qu'ils trouvent un emploi dans un entrepôt de tissus. Cet entrepôt fut le début de tout cela, de ce groupe de montagnes, de cet hôtel particulier, de tout. » Octave s'assit enfin au bord du fauteuil, comme si ses jambes ne pouvaient plus le supporter. « Et vous, pourquoi êtes-vous venu dans cette ville ? Ma mère est tombée malade. Là-bas, il n'y avait pas de bon traitement. Je l'ai amenée il y a plusieurs années. Nous avons vécu longtemps dans une chambre louée dans le quartier des Acacias. Je travaillais à ce qui se présentait, à laver, à repasser, à m'occuper des personnes âgées, jusqu'à quoi ? Jusqu'à ce qu'elle meure. » Octave ferma les yeux. La phrase était tombée entre eux comme une feuille sèche, douce, inévitable, immense. « Je suis désolé, Camille. Je suis vraiment désolé. Merci, monsieur. Combien de temps après êtes-vous venu travailler ici ? Pas beaucoup. L'agence m'a trouvé plusieurs propositions. J'ai choisi celle-ci. » Pourquoi celle-ci ? Camille garda le silence. Ses doigts s'entrelacèrent devant son corps. Ses ongles courts, propres, non vernis, se serrèrent les uns contre les autres jusqu'à laisser des marques pâles sur la peau. Parce que ma mère, avant de mourir, m'a demandé une chose. Quelle chose ? De venir dans cette maison. Le silence qui suivit fut si profond qu'Octave entendit clairement les battements de son propre cœur contre sa poitrine. Cette réponse n'avait pas de sens. Cette réponse ouvrait une porte vers un couloir qu'il ne connaissait pas, ne comprenait pas et n'était pas prêt à parcourir. « Comment dites-vous ? Ma mère m'a demandé, sur son lit de mort, qu'une fois qu'elle ne serait plus là, je vienne travailler à l'hôtel particulier de Montaigne, de ne rien demander, de ne rien dire, de simplement entrer, de faire mon travail en silence et d'attendre. » Attendre quoi ? Ça, elle ne me l'a pas dit, monsieur. Elle m'a seulement dit « Attends, tu sauras quand ?» Octave se leva du fauteuil, marcha vers elle, s'arrêta à 1 mètre. Ses yeux étaient remplis de quelque chose qui n'était pas des larmes, mais qui y ressemblait. « Camille, connaissez-vous quelqu'un de cette famille ? » « Je ne sais pas, monsieur. Elle n'a jamais voulu m'expliquer. Je lui ai demandé 1000 fois. Je lui ai demandé jusqu'au dernier jour. Mais elle disait que ce n'était pas le moment, que la vérité a sa propre horloge. Et vous n'avez pas insisté ? Oui, j'ai insisté. Et la seule réponse qu'elle m'a donnée avant de fermer les yeux pour toujours fut un mot, un seul mot. Lequel ? Camille leva les yeux, le regarda fixement et dit avec la même sérénité qu'elle avait eue quelques minutes plus tôt pour arrêter Raphaël dans le hall. « Pardon ?» Octave sentit le sol bouger sous ses chaussures. Il dut s'appuyer de nouveau sur le dossier du fauteuil. « Pardon. Votre mère a dit pardon avant de mourir ? » « Oui, monsieur. Pardon. À qui ? » ?»« Je ne sais pas. Vous n'avez pas la moindre idée, Camille ? Pas une seule suspicion ? Pas une lettre ? Pas une photo ? Rien ?» Camille hésita. Ses lèvres se serrèrent. Ses doigts s'entrelacèrent de nouveau. Et alors, après un moment qui parut ne jamais finir, elle dit à voix basse. « J'ai une chose, monsieur. Mais je l'ai laissée ranger dans ma chambre. »« Quelle chose ? » Une enveloppe scellée. Ma mère m'a dit de ne jamais l'ouvrir, de ne la remettre que lorsque je saurais à qui la remettre. Et vous ne savez toujours pas ? Non, monsieur, pas encore. Il y eut un long silence dans la bibliothèque, si long qu'il sembla que le monde entier, en dehors des murs de cette maison, avait décidé de se taire pour écouter la réponse. Camille. La voix d'Octave sortit rauque, presque brisée. Quand votre service sera terminé aujourd'hui, pourriez-vous m'apporter cette enveloppe ? Camille le regarda pour la première fois. Dans ses yeux, il y eut de la peur. Pas peur de lui, peur de ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur du papier. « Êtes-vous sûr, monsieur de Montaigne ? » « Je suis sûr. Même s'il y a quelque chose dedans qui change tout, même s'il y a quelque chose dedans qui change tout. » Camille baissa les yeux, acquiesça doucement. « Très bien, je vous l'apporte aujourd'hui même. » À cet instant, quelqu'un frappa à la porte de la bibliothèque. 3 coups secs. Monsieur Henri Dubois entra sans attendre la permission. Son visage était pâle. Ses mains tenaient un plateau en argent avec un verre d'eau
comme s'il avait besoin de quelque chose entre ses doigts pour ne pas trembler. « Excusez-moi, jeune monsieur. Mademoiselle Raphaël est dehors. Elle demande à vous parler d'urgence. Elle dit que c'est important. Qu'elle attende, Henri. » « Jeune monsieur, qu'elle attende. » Monsieur Henri inclina la tête. Ses yeux croisèrent un instant ceux de Camille. Et dans ce croisement, il y eut quelque chose qu'aucun des deux ne voulut nommer. Une question, une suspicion, une reconnaissance qui ne pouvait pas encore être prononcée. « Comme vous ordonnez, jeune monsieur. » Le majordome se retira, referma la porte derrière lui avec la même douceur que l'on ferme la chambre d'un malade. Octave regarda de nouveau Camille. « Je voudrais vous demander une chose de plus avant que vous ne partiez aujourd'hui. Dites-moi, ne parlez à personne de cette conversation. À personne, ni à vos collègues du personnel, pas même à monsieur Henri. Je n'allais pas le faire, monsieur. Mais puis-je vous demander pourquoi ?» Octave s'approcha de la fenêtre, regarda vers le jardin. Raphaël marchait de long en large entre les roses, parlant au téléphone, agitant une main en l'air. Elle ne regarda pas une seule fois vers la bibliothèque. Elle était trop occupée par son appel, parce qu'il y a des personnes dans cette maison, Camille, qui attendent un moment comme celui-ci depuis de nombreuses années. Et je ne veux pas qu'elle le sache encore. « Quel moment, monsieur ?» Octave se retourna. La lumière de la fenêtre éclairait la moitié de son visage. L'autre moitié restait dans l'ombre, comme si deux hommes différents vivaient à l'intérieur du même corps et que seul l'un des deux était encore debout. Le moment où la vérité arrive à la porte et personne n'est prêt à l'ouvrir. Camille le regarda longuement, puis elle acquiesça. « À ce soir, monsieur de Montaigne. À ce soir, Camille. » Elle se dirigea vers la porte. Avant de sortir, elle s'arrêta sans se retourner. « Monsieur, dites, l'enveloppe. » Sa voix se brisa à peine un instant, puis elle se ressaisit. L'enveloppe a une marque à l'extérieur, un dessin fait à l'encre ancienne. Ma mère l'a dessiné elle-même de la main gauche parce que sa droite ne lui répondait plus. Quel dessin est-ce? Une étoile à 5 branches avec une lettre à l'intérieur. Quelle lettre? Camille respira profondément et dit d'une voix si basse qu'Octave dut se pencher pour l'entendre. La lettre M, monsieur. Octave sentit quelque chose à l'intérieur de sa poitrine se briser lentement comme une coupe qui se fissure de l'intérieur, millimètre par millimètre, jusqu'à finalement se briser complètement. Montaigne? Oui, monsieur. La lettre M de votre nom de famille. Et Camille sortit de la bibliothèque, laissant Octave de Montaigne-Vidal debout au milieu des livres hérités de son père, avec la sensation claire et exacte que la femme qu'il avait considérée comme invisible pendant 7 mois était en réalité la porteuse d'une vérité qui allait diviser sa vie en deux pour toujours. Dans la cuisine au fond de l'hôtel particulier, une jeune domestique qui avait entendu par hasard les derniers mots de Raphaël au téléphone, alors qu'elle portait des plateaux au jardin, laissa tomber une tasse au sol. La tasse ne se brisa pas, mais le visage de la jeune fille resta comme si elle avait vu un fantôme. Raphaël au téléphone avait dit « Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper ». Comme nous nous sommes débarrassés de l'autre. L'après-midi tarda à tomber ce jour-là, comme si le ciel aussi savait que quelque chose d'important était sur le point de se produire à l'hôtel particulier de Montaigne et voulait rester à regarder un peu plus longtemps. Camille termina son service alors que le soleil se montrait encore par-dessus les murs du jardin. Elle ramassa ses affaires en silence, dit au revoir à ses collègues du personnel avec un bref sourire et se dirigea vers la sortie de service qui donnait sur l'arrière de la propriété. Elle prit le bus, traversa la ville, descendit au coin du quartier des Acacias, où elle louait encore la même petite chambre qu'elle avait partagée avec sa mère. Elle monta l'escalier étroit qui menait à sa chambre. Chaque marche, cet après-midi-là, lui pesait plus que d'habitude. Elle entra, ferma la porte et resta immobile au milieu de la petite pièce pendant plusieurs minutes, regardant le lit fait, regardant la petite image de la Vierge des Douleurs que sa mère avait clouée au mur quand elles étaient arrivées en ville, regardant la petite table en bois au pied tordu où se trouvait le tiroir, ce tiroir. Elle l'ouvrit doucement, en sortit un paquet de vieux tissus, attaché avec une corde usée, le posa sur le lit, et seulement alors s'assit au bord, les genoux serrés et les mains croisées sur les genoux. Elle dénoua la corde. À l'intérieur du paquet de tissus, il y avait une enveloppe couleur crème en papier épais, avec une étoile à 5 branches dessinée au centre, faite à la main avec de l'encre ancienne à moitié effacée par le temps et au cœur de l'étoile, une seule lettre. Un monsieur Camille passa ses doigts sur le dessin doucement, comme si elle touchait la joue de quelqu'un qui n'était plus là. Les larmes lui tombèrent sans qu'elle ne les appelle, sans sangloter, sans gémir, tombant simplement l'une après l'autre sur le papier crème. Et alors, elle se rappela. Elle se rappela la chambre d'hôpital où sa mère avait passé ses derniers jours. Elle se rappela l'odeur d'alcool et de soupe froide. Elle se rappela l'infirmière de nuit qui leur avait permis de rester plus longtemps que le règlement ne l'autorisait, car elle avait compris que cette femme amaigrie sur le lit n'allait pas atteindre l'aube. Elle se rappela la main de sa mère, presque sans poids, tenant la sienne
avec la dernière force qui lui restait. « Ma fille, écoute-moi bien. Quand je serai parti, tu iras chercher du travail à l'hôtel particulier de Montaigne. Tu as compris? Montaigne, avenue des Peupliers. Non, pas dans une autre, dans celle-là. Maman, ne parle pas comme ça. Non, écoute-moi, il ne me reste plus de temps. Tu ne demandes après personne, tu ne dis pas qui tu es. Tu entres, tu fais ton travail et tu attends. Tu me le promets? Je te le promets, maman. Mais attendre quoi? Tu sauras quand, ma vie, tu le sentiras ici. » Et elle lui avait touché la poitrine avec un doigt tremblant, juste au-dessus du cœur. « Le jour où tu sentiras que le moment est venu, tu remets cette enveloppe au propriétaire de la maison. Seulement à lui, à personne d'autre. Tu me le promets? Je te le promets. Mais qu'y a-t-il à l'intérieur, maman? » Et alors, sa mère avait fait cette chose terrible, cette chose que Camille allait se souvenir le reste de sa vie. Sa mère avait souri, un petit sourire fatigué, les lèvres sèches et gercées, un sourire qui semblait demander pardon pour quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. Dedans, il y a un pardon. Ma vie, un pardon que je n'ai jamais eu le courage de demander de mon vivant, mais que je ne pouvais pas non plus emporter avec moi dans la tombe. Maman, un pardon, à qui? À un enfant que je n'ai pas voulu. À un enfant à qui j'ai fait un grand tort sans vouloir le faire et qui est maintenant un homme et ne le sait toujours pas. Camille avait pleuré. Alors elle avait pleuré en demandant, mais sa mère n'avait plus répondu. Elle avait seulement serré l'enveloppe contre la poitrine de sa fille. Elle avait seulement murmuré, la voix presque complètement éteinte, « Pardon ». Et elle avait seulement fermé les yeux, comme quelqu'un qui se permet enfin de se reposer après avoir porté un poids pendant trop d'années. Camille se rappela tout cela, assise au bord du lit avec l'enveloppe crème sur ses genoux. Elle pleura longtemps, sans bruit, comme apprennent à pleurer les femmes, qui ont beaucoup pleuré dans de petites chambres. Puis elle s'essuya le visage du revers de la main, rangea l'enveloppe dans un sac en tissu, se leva et ressortit dans la rue. Le bus de retour à l'hôtel particulier de Montaigne était presque vide. Camille appuya son front contre la vitre. Dehors, les bâtiments passaient flous. À l'intérieur, sa poitrine était nouée, car quelque chose lui disait que cette nuit, après avoir remis l'enveloppe, sa vie ne serait plus jamais la même. Dans l'hôtel particulier, la lumière de la bibliothèque était toujours allumée. Octave avait congédié les invités avec une aimable excuse. Il avait demandé à Raphaël de se retirer dans sa chambre. Raphaël avait crié. Elle avait pleuré à faim, avait menacé de partir pour toujours, mais finalement, voyant qu'il ne la regardait même pas quand elle lui parlait, elle s'était enfermée dans la chambre à l'étage avec un coup sec de porte. Monsieur Henri s'approcha silencieusement de la bibliothèque avec un plateau en argent, du thé chaud, des viennoiseries. Il le déposa sur la petite table. « Jeune monsieur, merci Henri. Jeune monsieur, puis-je vous parler un instant? Dites. » Le vieux majordome arrangea ses mains devant son corps. Ses doigts tremblaient à peine. Octave le remarqua. C'était la première fois en 30 ans qu'il voyait monsieur Henri Dubois trembler. « Jeune monsieur, la jeune fille, madame Camille, qu'est-ce qui se passe avec elle, Henri? Son nom, Dupont. Cela vous dit quelque chose, jeune monsieur ?» Octave fronça les sourcils. « Ça ne devrait pas. » Monsieur Henri baissa les yeux vers le plancher de bois ciré, respira profondément, serra les lèvres, et dit ensuite d'une voix de quelqu'un qui se décide enfin à lâcher un poids qu'il a porté pendant 3 décennies entières. « Votre père, jeune monsieur, le défunt monsieur de Montaigne, avant de mourir une nuit dans cette même pièce, m'a fait une demande. Il m'a fait promettre quelque chose que j'ai promis et que je n'ai jamais tenu. » Quelle demande? Il m'a demandé que si un jour, à n'importe quel moment, une personne portant le nom de Dupont arrivait dans cette maison, je le dis immédiatement à l'héritier, à vous, jeune monsieur, de ne pas laisser passer un jour, que c'était important. Monsieur Henri, vous avez eu cette femme qui travaillait ici pendant 7 mois, et vous ne m'avez rien dit? Jeune monsieur, pardonnez-moi, je ne savais pas. Quand elle est arrivée par l'agence, je n'ai pas vérifié les papiers. C'est mademoiselle Raphaël qui l'a interviewée. Ce n'est qu'aujourd'hui, en voyant comment elle se tenait dans le hall, en voyant comment elle répondait, en voyant comment ses yeux brillaient quand elle parlait de sa mère, que quelque chose m'a poussé à chercher le dossier des employés, et j'ai vu le nom Dupont, et j'ai su que le défunt monsieur votre père me pardonnerait tard, jeune monsieur, mais encore à temps. Peut être encore à temps. Octave s'assit. Il porta les mains à sa tête. Mon père ne vous a jamais expliqué pourquoi. Non, jeune monsieur, jamais. Il m'a seulement dit, Henri, si quelqu'un avec ce nom arrive, mon fils a le droit de savoir ce que je n'ai jamais eu le courage de lui raconter. Et vous n'avez jamais demandé ce qu'il devait me raconter? Jeune monsieur, à cette époque, je n'étais que l'assistant du majordome principal. Votre père était mon patron, pas mon ami. On ne pose pas de telles questions à son patron. On ne fait que promettre et obéir. Octave resta longtemps en silence. Puis il se leva, marcha vers la grande fenêtre. La nuit était déjà complètement tombée. Le jardin brillait de la lumière jaune des vieux réverbères. Henri, oui, jeune monsieur, allez vous reposer. Cette nuit,
Je reste à la bibliothèque. Quand Camille arrivera, faites-la entrer et ensuite retirez-vous dans votre chambre. Ce qui se dira ici cette nuit ne doit être entendu par personne, vous comprenez? Je comprends, jeune monsieur. Et Henri? Oui, merci d'avoir eu le courage de parler, même si c'était tard. Le vieux majordome baissa la tête. Ses vieux yeux brillèrent un instant, puis il se retira, refermant la porte derrière lui avec la même douceur que l'on ferme la porte d'une église après le dernier office. Camille arriva à l'hôtel particulier lorsque l'horloge du hall indiquait plus de 9 heures. Monsieur Henri la guida jusqu'à la bibliothèque sans dire un mot. Il lui ouvrit la porte, soutint son regard un instant, acquiesça légèrement et se retira. À l'intérieur, Octave l'attendait debout près du bureau. Camille entra, referma la porte derrière elle, marcha jusqu'au centre du tapis, sortit le paquet de tissu de son sac, le posa sur le bureau, dénoua la corde, sortit l'enveloppe et la tendit à Octave des 2 mains. Octave la prit. Ses doigts frôlèrent ceux de Camille un instant. Tous deux sentirent quelque chose, un courant, un frisson, comme si 2 fils séparés pendant de nombreuses années venaient enfin de se rencontrer. Octave s'assit sur le fauteuil. Camille s'assit sur le petit banc en cuir de l'autre côté du bureau. Octave posa l'enveloppe sur le bois, passa les doigts sur le dessin de l'étoile, toucha la lettre M et ses yeux se remplirent de larmes qu'il ne prit pas la peine de dissimuler. « C'était le cachet que mon père utilisait dans ses lettres de jeunesse », dit-il d'une voix brisée. « Une étoile à 5 branches avec l'initiale de notre nom de famille. Mon grand-père l'a dessiné pour la première fois. Mon père l'a utilisé toute sa vie. Je croyais que ce cachet était mort avec lui. Ma mère l'a dessiné sur cette enveloppe avec sa main gauche. La droite ne lui répondait plus. Votre mère a connu mon père, Camille? Je ne sais pas. Lui a-t-elle jamais parlé de lui? A-t-elle mentionné un nom? Jamais, monsieur. Ma mère a emporté presque tout dans sa tombe. Elle ne m'a laissé que cette enveloppe et le mot pardon. » Octave ferma les yeux, respira profondément, prit le bord de l'enveloppe entre ses doigts et commença à l'ouvrir lentement. Le papier froissa. À l'intérieur, il y avait plusieurs feuilles pliées et entre les feuilles une photographie. La photographie tomba d'abord sur le bois du bureau, une ancienne photographie en noir et blanc, avec les bords ondulés et jaunis par les années. Sur l'image, on voyait une jeune femme souriante assise sur un banc de place. Elle posait la main sur l'épaule d'un jeune homme assis à côté d'elle. L'homme avait une fine moustache, un chapeau de feutre, un costume clair. Il lui souriait d'un sourire qui disait des choses qu'aucun homme ne sourit à une simple connaissance. Octave regarda la photographie et le sang se retira de son visage. « Camille. »« Oui, monsieur. »« Cette femme sur la photo est votre mère ?»« Oui, monsieur. C'est ma maman jeune. »« Et l'homme à côté ?» Camille se pencha sur le bureau. Elle regarda bien la photographie. Elle ne l'avait jamais vue auparavant. Sa mère l'avait gardée dans l'enveloppe, sans jamais la lui montrer. « Je ne sais pas, monsieur. Je ne l'ai jamais vue. » Octave leva la photographie avec des mains tremblantes, l'approcha de la lumière de la lampe de chevet, la retourna. Au dos, écrit au crayon d'une écriture élégante d'une autre époque, il y avait une phrase, à peine 6 mots. « À ma Mathilde, toujours ton Eustache. » Octave laissa tomber la photo sur le bureau. Il porta ses 2 mains à son visage. Son corps entier commença à trembler. Camille ne comprit pas. « Monsieur de Montaigne, que se passe-t-il? Qui est Eustache ?» Octave baissa lentement les mains. Ses yeux étaient remplis de larmes qui coulaient maintenant sans retenue sur ses joues. Il la regarda longtemps, comme quelqu'un qui comprend enfin quelque chose qu'il avait sous les yeux depuis 7 mois, sans le voir. Eustache de Montaigne était mon père. Camille, c'était mon père. Le silence qui suivit fut si dense que Camille entendit clairement les battements de son propre cœur contre ses côtes. Ses mains commencèrent à trembler. Son estomac se serra. « Mais alors ?» « Camille, » dit Octave d'une voix brisée, « j'ai besoin de lire ces lettres. J'ai besoin de les lire maintenant même, tous les 2 ensemble, car j'ai la sensation ici, dans ma poitrine, qu'une vérité qui va nous changer, vous et moi, pour toujours, est écrite dans ces papiers. » Et alors, dans le silence de la bibliothèque, tandis qu'Octave dépliait la première feuille, quelque part dans la ville, dans un appartement élégant, Raphaël Courtois raccrochait le téléphone avec un sourire tordu aux lèvres et disait à la personne à ses côtés « Demain à midi, l'employée arrive à l'hôtel particulier et elle va avoir la surprise de sa vie. Après-demain, cette jeune fille ne mettra plus jamais les pieds dans cette maison. » Octave déplia la première feuille avec des mains tremblantes. Le papier était fin, presque transparent par les années, l'écriture penchée vers la droite, ferme, connue, la même écriture avec laquelle son père lui avait écrit des cartes d'anniversaire quand il était enfant, la même écriture qui était gravée sur la pierre tombale du cimetière de la colline. Camille se pencha sur le bureau. Ses yeux n'osaient pas encore lire. Il regardait seulement les mains de l'homme qui tenait ce papier, les mains du fils de l'auteur. « Lisez-la à voix haute, s'il vous plaît, monsieur de Montaigne. »« Je ne crois pas pouvoir le faire. » Octave acquiesça,
déglutit, et commença. « Ma chère Mathilde, aujourd'hui je t'écris du bureau parce qu'à la maison je n'ai pas de paix. Mon père est de plus en plus malade, et me fait pression pour que j'épouse la fille de Monsieur Lacour. Je lui répète que je ne l'aime pas. Il me répète que l'amour ne remplit pas les caisses enregistreuses. Mais je te porte dans ma poitrine. Je te porte en chaque nuit. Je te porte en chaque pas. Même si je ne peux pas le dire à voix haute, même si je dois épouser une autre pour maintenir le nom. Tu sais que mon cœur a toujours été le tien depuis cet après-midi sur la place de Saint-Amand-les-Eaux, quand tu vendais des galettes et que je t'ai apporté une fleur des champs. Souviens-toi de moi, Mathilde. Souviens-toi toujours. » Octave baissa la feuille. Ses yeux étaient pleins de larmes. Camille pleurait aussi, mais aucun des deux ne fit de bruit. C'était un pleur silencieux, de ceux qui ne cherchent pas de consolation. « Mon père a épousé la fille de Monsieur Lacour, » dit Octave d'une voix rauque. « C'était ma mère. Elle est morte quand j'étais très jeune. Je ne me souviens presque pas d'elle. Je ne me souviens que d'une femme triste qui jouait du piano et regardait par la fenêtre pendant des heures. Une femme qui ne souriait jamais. Ma maman ne souriait pas beaucoup non plus, monsieur. » Octave plia la première feuille avec soin, la posa de côté, prit la deuxième. L'écriture n'était plus aussi ferme. Les lignes s'inclinaient davantage, comme si la main qui écrivait avait tremblé. « Ma Mathilde, aujourd'hui j'ai appris que tu étais enceinte. Mon cœur s'est brisé en deux. Je sais que cela doit être le mien. Je sais que cette nuit-là fut la seule en des années où j'ai pu te revoir, mais je sais aussi ce que mon père ferait s'il venait à l'apprendre. Je t'en supplie, protège le bébé. Protège-toi. Ne me cherche pas, ne m'écris pas, ne viens pas en ville. Je te ferai parvenir de l'argent par l'intermédiaire de Madame Espérance, la sage-femme du village. Elle sait déjà, je lui ai déjà parlé. Tu ne manqueras de rien. L'enfant ne manquera de rien. Mais pour l'amour de Dieu, Mathilde, que mon père ne le sache pas, que personne ne le sache avant que je trouve un moyen de régler cela. Je te demande pardon, mon amour. Je te demande pardon 1000 fois. Un jour, je pourrai te regarder en face à nouveau. Un jour. » Octave laissa tomber le papier sur la table. Il porta la main à sa bouche. Son corps entier tremblait maintenant sans dissimulation. Camille était devenue très pâle, les mains sur ses genoux, les lèvres serrées. « Monsieur de Montaigne, s'il vous plaît, dites-moi que cette lettre ne dit pas ce que j'ai compris. » Octave ne put parler, se contenta d'acquiescer lentement. Une fois, deux. « Camille, mon père a eu un enfant avec votre mère avant d'épouser la femme qu'il a dû épouser, avant de m'avoir moi. » Camille resta figée sur sa chaise. Sa tête tournait, son estomac se tordait. « Mais, monsieur, je suis la seule fille de ma mère. Je suis la seule. Ma mère n'a jamais eu d'autre bébé. Je sais, je l'aurais su. Camille, lisez ceci. Regardez la date. » Octave lui tendit la deuxième lettre. Camille vit. La date était écrite en haut d'une écriture serrée. C'était une date de très nombreuses années auparavant. De l'époque où sa mère avait l'âge qu'elle avait maintenant, de l'époque où sa mère vivait encore à Saint-Amand-les-Eaux avant la ville, avant Camille. Ce n'était pas vous, Camille. C'était un autre enfant, un autre bébé, avant vous. Camille porta la main à sa poitrine. Elle sentit son cœur battre contre ses doigts comme s'il voulait s'échapper. « J'ai eu un frère. Oui, j'ai eu un frère et ma mère ne me l'a jamais dit. Et j'ai eu un frère et mon père ne me l'a jamais dit. » Les deux se regardèrent dans les yeux à travers le bureau. Tous deux pleuraient. Tous deux avec la sensation claire que la vie qu'ils avaient vécue jusqu'à cette nuit était un mensonge à moitié raconté, rempli de silence, soutenu par des secrets que deux personnes avaient emportés dans leur tombe sans jamais oser briser. Octave prit la troisième lettre, la dernière. Le papier était plus froissé, l'encre bavait à certains endroits comme si des larmes étaient tombées dessus en l'écrivant. « Ma Mathilde, l'enfant est tombé malade. Madame Espérance me l'a écrit hier. Elle dit que la fièvre ne descend pas. Elle dit qu'il a besoin d'un docteur de la ville. Mon père vit encore. Si je vais au village, il saura tout et nous détruira tous les trois. Mais si je n'y vais pas, l'enfant pourrait nous quitter. Mathilde, pardonne-moi. Je t'enverrai ce que je peux. Je chercherai le meilleur médecin que je connaisse. Je l'enverrai au village avec l'excuse de rendre visite à un parent. S'il te plaît, ne t'effondre pas. S'il te plaît, tiens bon. S'il te plaît, ne le laisse pas partir. Je ne pourrais pas vivre en sachant que mon fils est parti alors que j'étais ici, caché derrière un nom de famille. Je t'en supplie, Mathilde. Je t'en supplie, ne le laisse pas partir. » Octave baissa la lettre et fit alors quelque chose que Camille n'attendait pas. Il se leva du fauteuil, marcha jusqu'à la fenêtre, appuya son front contre la vitre et pleura. Il pleura avec des sanglots qui secouaient ses épaules. Il pleura pour un père qu'il avait connu distant, occupé, sévère. Il pleura pour un père dont il découvrait maintenant qu'il avait porté une douleur secrète toute sa vie. Il pleura pour un frère qu'il n'avait jamais pu serrer dans ses bras. Il pleura pour une femme que son père avait aimée, trahie et abandonnée. Il pleura pour tous les silences qui avaient construit la maison où il avait grandi. Camille se leva aussi, marcha jusqu'à lui, resta à un pas de distance sans le toucher.
attendant. « Monsieur de Montaigne, savez-vous ce qui est arrivé à l'enfant » Octave se redressa, s'essuya le visage avec sa manche, secoua la tête. « Je ne sais pas, Camille. Les lettres se terminent là. Il n'y a pas de quatrième, pas de réponse. Il doit y avoir autre chose, monsieur. Il doit y en avoir. » Octave se retourna, regarda l'enveloppe vide sur le bureau, la prit, la secoua. Quelque chose en tomba, quelque chose de petit, argenté, brillant. Il roula sur le bois et s'arrêta près du bord. Camille le ramassa. C'était une médaille, une minuscule médaille de baptême avec une inscription gravée au revers. « Aurélien, fils de Mathilde, que Dieu le protège. »« Aurélien » murmura Octave. « Mon frère s'appelait Aurélien. »« Mon frère » répéta Camille d'une voix ténue. « Je ne l'ai jamais su. » Les deux restèrent silencieux, tenant la minuscule médaille entre leurs doigts, comme si ce petit morceau de métal contenait le poids d'une âme entière. « Monsieur de Montaigne, croyez-vous qu'il ait vécu ?» « Je ne sais pas, Camille. Mais cette nuit, je vous jure devant la mémoire de mon père et de votre mère que je vais trouver la réponse. Je chercherai dans chaque archive, dans chaque registre, dans chaque village, dans chaque hôpital, jusqu'à ce que je sache ce qu'il est advenu d'Aurélien pour vous, pour moi, pour nos parents qui ne peuvent plus chercher. » Camille serra la médaille contre sa poitrine, acquiesça doucement. À ce moment-là, quelqu'un frappa à la porte de la bibliothèque. 3 coups. Monsieur Henri entra. Son visage était bouleversé, comme s'il venait d'entendre quelque chose de terrible. « Jeune monsieur, excusez-moi, mais Justine, la nouvelle jeune fille de la cuisine, vient de courir. Elle dit qu'elle a entendu quelque chose que vous devez savoir maintenant, cette nuit, avant qu'il ne soit trop tard. » « Quoi, Henri ?» Le vieux majordome déglutit, regarda Camille, regarda Octave et dit à voix basse, d'une voix brisée par celui qui livre une nouvelle trop lourde à porter. « Mademoiselle Raphaël cet après-midi au téléphone. La jeune fille l'a entendue par hasard. Elle parlait avec un homme dont Justine a tout de suite reconnu le nom car il travaille dans cette maison. »« De qui, Henri ?» Monsieur Henri ferma les yeux et prononça le nom. « Monsieur Nicolas Vidal, jeune monsieur, votre cousin. » Octave sentit le sang se retirer de son visage pour la 2e fois en une seule nuit. « Mon cousin Nicolas, Raphaël parlait avec Nicolas ?»« Oui, jeune monsieur. Et d'après ce que la jeune fille a compris, ils ne se sont pas rencontrés hier. Ils se connaissaient avant que mademoiselle Raphaël n'entre dans cette maison. Bien avant. » Camille porta la main à sa bouche. Octave s'appuya contre le bureau. La bibliothèque commença à tourner autour de lui. « Y a-t-il autre chose, jeune monsieur ?» ajouta monsieur Henri d'une voix plus grave que Camille ne l'avait jamais entendue. La jeune fille a entendu mademoiselle Raphaël dire avant de raccrocher une phrase qui m'a fait courir vous chercher. Une phrase que je dois vous répéter, même si ça me fait mal. Dites-la, Henri. Mademoiselle Raphaël a dit ceci, jeune monsieur. Ne t'inquiète pas, mon amour. Demain à midi, le testament du vieux Eustache va apparaître et quand il apparaîtra, Octave n'héritera pas d'un seul sou. Tout sera pour nous, comme nous l'avons planifié il y a des années. Le silence qui suivit fut le plus long de la nuit, et à l'extérieur de la bibliothèque, cachée derrière une colonne du couloir, une femme âgée avec une canne, la même qui avait été invitée ce matin-là dans le jardin, écoutait les yeux fermés. Les larmes coulaient silencieusement sur ses rides et ses lèvres, murmurait une très ancienne prière. « Aurélien, mon enfant, mon fils, combien de temps j'ai dû attendre pour revenir dans cette maison ?» Monsieur Henri resta debout devant le bureau. Les mots qu'il venait de prononcer flottaient encore dans l'air de la bibliothèque, comme de la fumée après un incendie. Octave respirait profondément, essayant de remettre de l'ordre dans sa tête. Camille serrait la médaille d'Aurélien contre sa poitrine, comme quelqu'un qui tient un secret qui a attendu toute une vie pour éclater au grand jour. Ce fut alors que du couloir arriva le son inimitable d'une canne frappant doucement le bois du plancher. Tac, tac, tac. Avançant lentement, sans hâte, comme si la personne qui marchait savait parfaitement où elle allait et n'avait aucune raison de se presser. Monsieur Henri se tourna vers la porte, fronça les sourcils. « Jeune monsieur, attendez-vous quelqu'un d'autre ce soir ?»« Non, Henri, personne. » Le bruit de la canne se rapprocha, s'arrêta juste de l'autre côté de la porte, et puis une voix de femme âgée, sereine, ferme, qui traversa l'air comme si elle attendait d'être entendue depuis des siècles, dit « Jeune monsieur de Montaigne, c'est moi, la femme à la canne. J'étais ce matin dans le jardin. S'il vous plaît, ouvrez-moi. J'attends ce moment depuis trop d'années. » Octave regarda Camille. Camille regarda monsieur Henri. Monsieur Henri s'approcha de la porte d'un pas lent, posa sa main sur la poignée, hésita un instant et ouvrit. La femme entra lentement. Ses cheveux blancs étaient ramassés en un chignon bas. La peau de son visage était marquée par des rides qui semblaient dessinées avec la patience de celle qui a vécu de très nombreuses saisons. Elle s'appuyait sur une canne en bois sombre, terminée par une poignée en argent usé. Mais ses yeux étaient jeunes, vifs, brillants,
comme deux braises que le temps n'avait pas réussi à éteindre. Elle marcha jusqu'au centre de la bibliothèque, resta debout devant Camille, la regarda longuement et 2 larmes lui tombèrent sur les rides sans qu'elle ne lève la main pour les essuyer. « Ma fille, comme tu ressembles à ta mère. »« Combien ?» Camille ne sut que dire. La médaille était toujours serrée dans sa main. « Madame, pardon, qui êtes-vous? Avez-vous connu ma mère ?» La femme sourit à peine, un sourire chargé de quelque chose de très ancien. Elle posa sa main libre sur le bras de Camille. « Mon enfant, je suis Madame Espérance Chevalier, la sage-femme de Saint-Amand-les-Eaux, celle qui a aidé ta mère quand ton frère Aurélien est venu au monde, celle qui a tenu entre ses mêmes mains le bébé que le père du jeune monsieur de Montaigne n'a jamais pu connaître. » Octave se leva du fauteuil, marcha jusqu'à elle, la regarda les yeux pleins de quelque chose qu'il ne savait pas si c'était de l'espoir ou de la peur. « Madame Espérance, mon père vous nomme dans une des lettres que nous venons de lire. Je sais, mon fils, je sais. J'ai moi-même demandé à ton père de laisser une trace écrite au cas où ce jour arriverait, au cas où il y aurait justice. Vous étiez ce matin dans mon jardin. Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici » Madame Espérance posa ses 2 mains sur le pommeau de sa canne. Elle s'arrangea comme quelqu'un qui se prépare à raconter une histoire longtemps gardée. « Je m'approche de cette maison depuis des années, jeune de Montaigne. Des années. Chaque anniversaire de votre naissance, chaque anniversaire de la mort de votre père, je me tenais dans la rue des Peupliers à regarder de loin les fenêtres illuminées, sans oser sonner, sans savoir comment commencer la conversation. Jusqu'à ce qu'il y a quelques mois, j'apprenne qu'une jeune fille portant le nom de Dupont était entrée travailler comme employée à l'hôtel particulier et j'ai su que le jour était proche. J'ai su que Mathilde, d'où qu'elle soit, avait trouvé le moyen d'envoyer sa fille à l'endroit où elle devait être. Et alors, j'ai commencé à attendre l'occasion de pouvoir entrer. Comment êtes-vous entré aujourd'hui ? Par les vieilles amitiés de votre père, mon fils. La dame au collier de perles, celle qui était au déjeuner, était il y a très longtemps une amie de jeunesse de votre papa. Elle me devait une vieille faveur. Je lui ai demandé de m'emmener comme accompagnatrice au déjeuner. Elle a accepté, et cela m'a permis d'être ici quand tout a commencé à se déchaîner. Monsieur Henri s'approcha de Madame Espérance, la tête baissée. « Madame, pardonnez-moi si j'avais parlé plus tôt. Si j'avais eu le courage de raconter au jeune monsieur ce que son père m'avait demandé, peut-être que tout aurait été différent. Non, Henri, chaque chose a son temps et c'est le temps. Ni avant ni après, juste maintenant. » Octave respira profondément, chercha la chaise la plus proche, s'assit. « Madame Espérance, les lettres se terminent lorsque mon père vous demande d'envoyer un médecin au village parce qu'Aurélien était malade. Mais après cela, il n'y a rien de plus. J'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir ce qui est arrivé à l'enfant. » Madame Espérance baissa les yeux vers sa canne. Ses vieilles mains s'agrippèrent au pommeau d'argent. Elle tarda à parler et quand elle parla, sa voix sortit plus brisée qu'avant. « Le médecin est arrivé trop tard, mon fils. Il est arrivé trop tard. Ton père a fait tout ce qu'il a pu depuis la ville. Mais les routes à cette époque étaient en terre et les pluies ont emporté les ponts cette semaine-là. Quand le médecin a finalement traversé la rivière, l'enfant avait 3 jours de forte fièvre. Nous avons fait tout ce que nous avons pu. Compresses froides, herbes, prières. Mais le petit corps d'Aurélien était très petit et la maladie était très grande. » Camille porta les mains à sa bouche. Octave ferma les yeux. « Alors » commença Camille sans oser terminer la phrase. Madame Espérance leva les yeux. Son regard la traversa avec une immense tendresse. « Attends, ma petite, attends, l'histoire ne s'arrête pas là. Comment ? Cette nuit-là, quand nous pensions tous que l'enfant allait mourir, une femme arriva au village. Une femme qui voyageait avec son mari. Des commerçants de tissus qui passaient par Saint-Amand-les-Eaux en route pour la capitale. Ils logeaient à l'auberge du village. La femme entendit les prières, s'approcha de la petite maison de ta mère, et en voyant l'enfant mourant, elle dit à ta mère quelque chose qui changea tout. Que lui a-t-elle dit ? Elle lui a dit « Madame, je suis infirmière. J'ai travaillé de nombreuses années dans un hôpital de la ville. J'ai un nouveau remède qui arrive tout juste dans ces villages. Laissez-moi essayer. Si Dieu le veut, votre enfant sera sauvé. » Et, il a été sauvé ? Madame Espérance sourit. Un sourire fatigué, mais rempli de quelque chose qui ressemblait à un petit soleil naissant parmi les rides. « Il a été sauvé, mes enfants. Il a été sauvé. La fièvre est tombée le lendemain matin. L'enfant a ouvert les yeux, a bu au sein de ta mère et a vécu. » Camille se couvrit le visage des 2 mains. Elle pleurait maintenant sans retenue. Octave se leva de sa chaise, marcha jusqu'à elle, lui posa la main sur l'épaule, et pour la première fois de cette nuit, les 2 se soutinrent l'un l'autre sans mots. « Madame Espérance, » dit finalement Octave d'une voix brisée, « si Aurélien a vécu, où est-il maintenant ? Pourquoi ne l'avons-nous jamais cherché ? Pourquoi mon père ne nous l'a-t-il jamais dit ?» L'aîné soupira, marcha lentement jusqu'au fauteuil le plus proche, s'assit avec soin, posa sa canne de côté. Parce que la femme qui a sauvé l'enfant, l'infirmière,
est tombée amoureuse de lui. Elle a passé les jours suivants à aider ta mère à le soigner. Et quand ta mère, épuisée, malade du cœur, sans ressources pour l'élever, a su que cette femme et son mari ne pouvaient pas avoir d'enfant, elle a pris la décision la plus dure de sa vie, la décision qui l'a poursuivie jusqu'à son dernier jour. Elle a confié Aurélien pour qu'il l'élève loin, dans une autre ville, sous un autre nom de famille, pour que le vieux monsieur de Montaigne ne le trouve jamais, pour que l'enfant ait la chance de grandir en paix. Ma mère l'a donné ? Demanda Camille d'une voix brisée. Elle ne l'a pas donné, ma petite. Elle l'a sauvé. Elle lui a donné la seule vie possible, mais elle a payé un prix qu'elle n'a jamais cessé de payer. C'est pourquoi elle ne t'a jamais parlé d'Aurélien. C'est pourquoi elle t'a demandé sur son lit de mort de venir dans cette maison, parce que ta mère voulait que la vérité trouve son chemin, même si elle n'était plus là pour l'accompagner. Octave marcha jusqu'à la fenêtre. Les lumières du jardin brillaient doucement. Une brise balançait les branches des peupliers. « Madame Espérance, connaissez-vous le nom de la famille qui a emmené Aurélien ?» L'aîné resta très immobile, serra ses mains sur ses genoux. « Je connais le nom, mon fils. Je l'ai gardé écrit dans un petit carnet pendant toutes ces années. Mais avant de vous le dire, vous devez me promettre une chose. » « Quelle chose ? Que lorsque vous le trouverez, vous lui direz la vérité avec soin, avec respect, car cet homme est aujourd'hui adulte, il a sa vie faite, ses affections, ses blessures. Et la vérité quand elle arrive tard, mes enfants, peut être une bénédiction ou un effondrement, cela dépend de la manière dont elle est livrée. Nous vous le promettons, Madame Espérance, dirent Octave et Camille en même temps, sans s'être mis d'accord. L'aîné acquiesça, sortit de la poche de sa robe un petit carnet aux couvertures usées, attaché avec un élastique. Elle l'ouvrit à une page marquée d'un signet rouge, lut en silence. Elle leva les yeux. La famille qui a emmené Aurélien s'appelait les Rois du Bois. C'étaient des commerçants de tissus. Ils se sont établis dans la ville de Montpellier, à plus de 12 heures d'ici. Elle s'appelait Adélaïde, lui s'appelait Généreux. Ils ont donné un nouveau nom à l'enfant parce qu'ils voulaient repartir de zéro. Ils l'ont appelée Madame Espérance déglutie. Regarda Octave, regarda Camille. Ils l'ont appelé Mathieu. Mathieu le Roi du Bois. Octave se figea. Tout le sang se retira de son visage. Ses mains commencèrent à trembler. Mathieu le Roi du Bois. Oui, mon fils. Pourquoi? Ce nom vous dit-il quelque chose? Octave ne répondit pas. Marcha jusqu'au bureau, ouvrit le premier tiroir, en sortit un agenda en cuir, le feuilleta rapidement avec des doigts tremblants, s'arrêta sur une page, la montra à Madame Espérance. Madame Espérance, est-ce cette personne? L'aîné approcha son regard. Ses yeux s'ouvrirent peu à peu, puis se remplirent de larmes. Oui, mon fils, c'est lui, c'est Aurélien, c'est ce visage. Je l'ai porté dans mes bras quand il était nouveau-né. Je ne pourrai jamais oublier ce front. Camille s'approcha, regarda la page. C'était une carte de visite collée à l'agenda avec du ruban adhésif. Une carte élégante en papier épais avec un logo brodé en relief. Monsieur de Montaigne, qui est cet homme? Octave leva les yeux. Ses yeux étaient remplis de quelque chose qu'il ne savait pas si c'était de la joie ou de la terreur. Camille, cet homme est l'avocat principal du groupe de Montaigne, l'homme que mon père a personnellement choisi pour gérer le testament de notre famille, l'homme qui demain à midi est convoqué dans cet hôtel particulier pour une réunion que personne ne m'avait expliquée. Monsieur Henri, debout, silence près de la porte, laissa tomber le plateau en argent qu'il tenait. Le fracas du métal contre le sol résonna dans tout le couloir. « Jeune monsieur, cette réunion a été convoquée par mademoiselle Raphaël, il y a 3 jours. J'ai moi-même reçu l'appel. Elle a dit que c'était pour une formalité des fiançailles. » Octave porta ses 2 mains à sa tête. « Ce n'est pas une formalité, Henri, c'est le piège qu'il montait. Demain à midi, mon propre frère, sans savoir qui il est, va venir dans cette maison avec un faux document, un testament falsifié, pour me faire perdre tout ce que mon père m'a laissé. » Madame Espérance se leva lentement, serra sa canne avec force. « Alors, nous ne pouvons pas attendre demain, mes enfants. Nous devons le rejoindre avant eux. Nous devons dire à Aurélien qu'il est avant qu'il ne signe un papier qui va le briser en 2 pour toujours. » Et à l'extérieur de l'hôtel particulier de Montaigne, à cet instant précis, les lumières d'une automobile sombre s'allumèrent au fond de l'avenue des Peupliers. Le moteur démarra doucement et le conducteur, un homme en gabardine avec un chapeau à large bord, parla à voix basse dans un téléphone portable collé au volant. « Patronne, la vieille à la canne vient d'entrer dans l'hôtel particulier et y est restée longtemps. » De l'autre côté, la voix de Raphaël Courtois répondit, froide, coupante, sans un seul tremblement. « Arrêtez-la avant l'aube. Qu'elle n'atteigne pas l'avocat ou quoi que ce soit, distrayez-la, emmenez-la loin, mais qu'elle ne soit pas dans cet hôtel particulier demain à midi. Qu'elle n'atteigne pas l'avocat, quoi que ce soit, distrayez-la, emmenez-la loin, mais qu'elle ne soit pas dans cet hôtel particulier demain à midi. » L'homme de l'automobile, sombre, acquiesça, raccrocha le téléphone et arrangea son chapeau à large borde sur son front. Il descendit de la voiture en silence,
marcha vers le portail latéral de l'hôtel particulier et attendit. À l'intérieur, aucun des quatre ne savait qu'à l'extérieur, dans l'ombre des peupliers, quelqu'un se préparait à empêcher la seule chose qui pouvait les sauver. Octave ferma l'agenda avec la carte de visite de Mathieu Leroy-Dubois, la serra contre sa poitrine, marcha jusqu'à Madame Espérance, qui était toujours assise sur le fauteuil, sa canne appuyée à côté d'elle. « Madame Espérance, nous ne pouvons pas attendre demain. Nous devons aller cette nuit même là où se trouve mon frère. Nous devons arriver avant eux. Montpellier est loin, mon fils. 12 heures en voiture. Nous n'y arriverons pas. Mathieu ne vit plus là, bas. Il est en ville. Il a déménagé il y a quelques mois. Il vit dans un immeuble du centre parce que la firme du groupe de Montaigne exige qu'il soit près du bureau principal. » Camille porta la main à son front. « Alors il est proche. Il est à quelques minutes d'ici. À 20 minutes en voiture, Camille. 20 minutes. » Monsieur Henri s'approcha du bureau, sortit de sa poche un carnet en cuir usé, le même qu'il portait depuis des décennies. Il le posa sur la table. « Jeune monsieur, pardonnez-moi de ne pas l'avoir montré plus tôt, mais aujourd'hui est la nuit où tous les silences doivent prendre fin. » Il ouvrit le carnet. Page jaunie, note manuscrite, chiffres, date, initiale. « Votre père, jeune monsieur, pendant de très nombreuses années, a envoyé de l'argent à une famille de la ville de Montpellier, au nom d'Adélaïde Leroy. Il l'a fait chaque mois sans faute, sans en avertir personne. C'est moi qui portais les enveloppes à la poste. J'étais le seul à savoir. Et ici, dans ce carnet, il y a chaque envoi, chaque montant, chaque date. C'est la preuve que votre père n'a jamais oublié Aurélien, même s'il n'a jamais osé le connaître. Il l'a toujours soutenu de loin. » Octave prit le carnet, le feuilleta. Les larmes lui tombèrent lentement. « Henri, pourquoi ne m'avez-vous jamais rien dit ? Parce que votre père m'a fait promettre de ne pas le faire jusqu'à ce que le jour arrive. Et moi, jeune monsieur, je suis un homme de peu de vertu. Mais les quelques-unes que j'ai, je les respecte, même si ça me coûte l'âme. » Camille s'approcha, posa sa main sur l'épaule du vieux majordome. Monsieur Henri, pour la première fois en 30 ans de service, ferma les yeux et se permit de pleurer devant ses patrons. Justine Leclerc apparut alors à la porte de la bibliothèque. Elle portait encore son tablier, les mains pleines de farine sèche de la cuisine, et dans les yeux ce mélange de peur et de décision que seules ont les jeunes filles qui ont travaillé depuis l'enfance, et savent très bien distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. « Monsieur de Montaigne, pardon d'interrompre, mais il y a autre chose que je dois vous dire. » Entre Justine, ferme la porte. La jeune fille obéit, s'approcha lentement, déglutit. « Je ne suis pas la première jeune fille du personnel à entendre des choses étranges dans cette maison, monsieur. Avant moi, il y a déjà un bon moment, il y en avait une autre. Elle s'appelait Laurence Duval. Elle travaillait à la cuisine avec moi. Elle était gentille, elle était honnête, et un jour elle a disparu. » Disparu ? Mademoiselle Raphaël a dit qu'elle l'avait renvoyée pour vol, mais toutes les jeunes filles du personnel savons que Laurence n'aurait jamais rien volé. Elle était de l'église. Elle était de celles qui apportaient du pain le dimanche aux personnes âgées du refuge. Mademoiselle Raphaël l'a renvoyée parce que Laurence avait entendu quelque chose, une conversation, et Mademoiselle Raphaël l'a su. Camille porta la main à sa bouche. « Et où est allée Laurence, Justine ? Vous savez, je sais qu'elle est retournée dans son village, à Montpellier. Elle a sa mère là, bas. J'ai gardé le numéro qu'elle m'a donné avant de partir. Je vous demande pardon, monsieur de Montaigne. Je n'ai pas osé le dire avant. J'avais peur de perdre mon travail. Mais cette nuit, en écoutant ce qui se passe, je ne supporte plus de garder le silence. » Octave s'approcha, lui posa les mains sur les épaules, avec douceur. « Justine, vous ne perdrez pas votre travail. Au contraire, aujourd'hui vous avez gagné le respect éternel de cette maison. Appelez Laurence tout de suite. Nous avons besoin de savoir exactement ce qu'elle a entendu. » La jeune fille acquiesça, sortit en courant de la bibliothèque. Pendant ce temps, dans un immeuble du centre-ville, un homme se tenait devant la fenêtre de son appartement. Mathieu Leroy-Dubois regardait les lumières de la ville sans les voir vraiment. Il avait un verre d'eau à la main, une cravate desserrée autour du cou, et sur la table une enveloppe scellée qu'on lui avait remise cet après-midi même. À l'intérieur de l'enveloppe, il y avait un document, un testament avec la signature scannée d'Eustache de Montaigne, avec des clauses qu'il, en tant qu'avocat principal, devait valider le lendemain à midi. Mathieu était un homme de loi, rigoureux, honnête. Il travaillait pour le groupe de Montaigne depuis des années, sans avoir jamais connu personnellement l'héritier. Il était distant avec la famille patronale, car le défunt monsieur Eustache l'avait toujours exigé dans son dernier contrat signé avant de mourir. Que mon fils Octave ne rencontre jamais cet avocat en personne, sauf le jour où la loi l'exigera. Mathieu avait toujours cru que c'était une excentricité du vieux patron, une manie d'entrepreneur solitaire. Mais cette nuit-là, en regardant ce testament, quelque chose à l'intérieur de sa poitrine
lui disait qu'il y avait quelque chose de profondément erroné dans ce papier. Les clauses ne correspondaient pas à la personnalité qu'il avait connue de M. Eustache à travers les anciens documents. Les signatures avaient quelque chose d'étrange. Le sceau familial, l'étoile à 5 branches avec la lettre M, était dessiné d'un trait plus nouveau, plus rapide, comme s'il avait été reproduit récemment. Mathieu posa le verre sur la table, prit le téléphone, composa le numéro « Maman, c'est moi. Excuse-moi l'heure. » De l'autre côté, une voix fatiguée répondit. C'était Adélaïde Leroy, la femme qui l'avait élevée. « Mon fils, y a-t-il un problème ? Maman, j'ai besoin de te demander quelque chose et j'ai besoin que tu me dises la vérité. Dis-moi, ma vie. As-tu déjà connu un monsieur qui s'appelait Eustache de Montaigne ?» Il y eut un silence de l'autre côté du téléphone, un silence si long que Mathieu comprit la réponse avant que sa mère ne parle. « Mon fils, viens demain matin à la maison, avant midi. J'ai quelque chose à te raconter. Quelque chose que ton père et moi aurions dû te raconter il y a de très nombreuses années. » Mathieu serra le téléphone contre son oreille. « Maman, dis-le-moi maintenant. Pas au téléphone, mon fils. S'il te plaît, viens demain. Je te raconterai tout. Mais avant, promets-moi une chose. Ne signe aucun papier du groupe de Montaigne. Aucun papier. Tant que nous n'aurons pas parlé. Je te le promets, maman. » Mathieu raccrocha le téléphone, regarda le testament sur la table, et pour la première fois en de très nombreuses années, sentit que le sol de sa vie tremblait sous ses pieds. À l'hôtel particulier, Justine rentra en courant dans la bibliothèque. Elle tenait son portable à la main, les yeux écarquillés. « Monsieur de Montaigne, j'ai parlé à Laurence. Elle est en ligne tout de suite. Elle veut tout vous raconter. Mais vite, dit-elle, parce qu'elle a peur. » Octave prit le téléphone, le mit sur haut-parleur. « Laurence, c'est Octave de Montaigne. Je suis avec mes personnes de plus grande confiance. Vous pouvez parler tranquillement. » La voix de l'autre côté trembla, mais ensuite s'affermit. « Monsieur de Montaigne, je travaillais dans votre cuisine. Un après-midi, il y a longtemps, en portant un plateau dans la chambre de mademoiselle Raphaël, j'ai entendu qu'elle parlait au téléphone avec un homme. Elle lui disait « Quand j'épouserai Octave, nous allons chasser la belle-mère de la maison, car elle en sait trop sur le vieux, et ensuite nous irons chercher l'héritage. » Monsieur Henri porta la main à son cœur. « Madame Béatrice. » « Qui est Madame Béatrice, Henri ? C'était la seconde épouse de votre père, jeune monsieur. Elle a vécu dans cette maison quand vous étiez en pensionnat. Une femme noble qui s'est désintéressée de l'héritage, qui ne vivait ici que pour s'occuper des rosiers du jardin. Mademoiselle Raphaël lui a proposé il y a quelques mois de s'installer dans une petite maison en périphérie. Elle lui a dit qu'elle serait plus tranquille. Madame Béatrice a accepté car elle avait déjà les os fatigués. Mais depuis, personne ne l'a revue, jeune monsieur. Camille sentit un frisson lui monter le long du dos. Alors, l'autre dont parlait Raphaël était cette dame. Ça a l'air. Laurence continua de parler au haut-parleur. « Y a-t-il autre chose, monsieur de Montaigne ?» L'homme avec qui mademoiselle Raphaël parlait ce jour-là lui disait « Tranquille, mon amour. Quand tout sera fini, toi et moi, nous serons ensemble comme nous l'avons toujours rêvé. La seule chose que tu dois faire, c'est l'épouser, le supporter le temps nécessaire, et après, le nom de famille est à nous. J'ai enregistré cette conversation sur mon portable, monsieur. Je l'ai gardée. Je l'envoie à Justine en ce moment même. » Octave sentit son cœur s'accélérer. « Laurence, vous savez le nom de l'homme qui parlait avec Raphaël ? » « Je le sais, monsieur, car à la fin de l'appel, elle lui a dit « Je t'aime, Nico. » Et je suis resté figé parce que cet homme, ce Nico, je l'avais vu entrer dans votre hôtel particulier de nombreuses fois. C'était votre cousin, monsieur de Montaigne. C'était monsieur Nicolas Vidal. » Octave s'assit, porta les mains à sa tête. Camille s'approcha, posa sa main sur son épaule, cette fois non pas comme employé, mais comme sœur, comme personne qui ne pouvait plus le regarder de l'extérieur. « Octave, regarde-moi. » Il leva les yeux. C'était la première fois qu'elle l'appelait par son prénom, sans le monsieur. « Demain à midi, nous entrerons dans cette réunion tous les deux ensemble. Nous amènerons Madame Espérance, nous amènerons le carnet de monsieur Henri, nous amènerons l'enregistrement de Laurence, et nous amènerons les lettres de ton papa avec la médaille d'Aurélien. Et quand Raphaël et Nicolas s'assiéront à la table pour présenter leur faux testament, ils ne sauront pas ce qui les attend. Mais le plus important, Octave, c'est ce qui suit. Nous allons aller voir Mathieu avant. Nous allons lui dire qui il est, pour que lorsqu'il entrera dans cette réunion, il n'entre plus comme avocat du groupe de Montaigne. Il entre comme ton frère, comme mon frère. » Octave la regarda longuement, et ensuite, très lentement, acquiesça. « Camille, j'ai grandi seul. J'ai grandi en pensant que j'étais le fils unique d'un homme, qui ne m'a presque jamais regardé dans les yeux. Et cette nuit, en moins de quelques heures, j'ai découvert que j'avais une sœur, un frère, une grand-mère qui attendait à l'extérieur du jardin, toute une histoire que personne ne m'avait racontée. Si demain nous survivons à cela,
Je passerai le reste de ma vie à remercier ta mère de t'avoir envoyé dans cette maison. » Camille ne répondit pas, se contentant de lui serrer la main. Une fois, fort, à cet instant exact, à l'extérieur de l'hôtel particulier, l'homme au chapeau à large bord vit une automobile sombre sortir du portail latéral. À l'intérieur, il y avait 3 personnes. Il reconnut Madame Espérance sur le siège arrière. Il reconnut le jeune de Montaigne au volant. Il reconnut la jeune fille du personnel sur le siège passager. Il composa le numéro de téléphone. « Patronne, ils viennent de sortir. Ils sont tous ensemble. Ils emmènent la vieille. » De l'autre côté, Raphaël respira profondément. Sa voix sortit plus froide que le marbre du hall. « Suivez-les, mais à distance. Ne faites rien encore. Je veux savoir où ils vont. Je veux savoir qui ils cherchent. Car s'ils arrivent au bon endroit, demain à midi, je perds tout ce que je planifie depuis des années. Et ça, Octave de Montaigne et sa petite employée, je ne le leur permettrai pas. » L'homme démarra le moteur. Les lumières s'allumèrent doucement. L'automobile sombre commença à se déplacer dans l'avenue des Peupliers, en gardant toujours la bonne distance, comme un animal patient qui sait attendre le moment exact. Devant, sans se douter de rien, Octave accéléra vers l'immeuble du centre-ville, vers l'appartement où Mathieu Leroy-Dubois regardait un faux testament sur la table, sans imaginer que sa vie était sur le point de changer pour toujours. Avant l'aube, il était presque 3 heures du matin lorsque l'automobile d'Octave de Montaigne s'arrêta devant l'immeuble du centre-ville. Monsieur Henry était resté à l'hôtel particulier pour garder les documents originaux. Justine était restée près du téléphone à attendre. Mais Octave, Camille et Madame Espérance montèrent tous les 3 au dernier étage. Mathieu Leroy-Dubois ouvrit la porte, le visage pâle. Il n'attendait pas de visite. Il resta figé en voyant l'héritier du groupe de Montaigne debout dans son couloir à cette heure, accompagné d'une employée de service et d'une femme âgée avec une canne. « Monsieur de Montaigne, que faites-vous ici? Y a-t-il un problème, Mathieu? Tout est arrivé. La plus grande chose qui pouvait nous arriver à tous les deux est arrivée. S'il vous plaît, laissez-nous entrer. Il y a une personne avec moi qui veut vous rencontrer. Elle attend ce moment depuis de nombreuses années. » Mathieu regarda Madame Espérance. L'aîné sourit et ses vieux yeux se remplirent de larmes. « Mon fils, comme tu ressembles à ton vrai père. » Mathieu porta la main à sa poitrine. Quelque chose en lui, quelque chose qui dormait toute sa vie, se réveilla brusquement, comme un vieil instinct qu'il ignorait posséder. « Entrez, s'il vous plaît, entrez. » À l'intérieur de l'appartement, tandis que Camille préparait un café avec des mains tremblantes et que Mathieu écoutait les yeux de plus en plus humides, Madame Espérance déplia toute l'histoire, les lettres, la médaille, la fièvre de l'enfance, l'infirmière qui l'avait sauvée, la décision impossible de Mathilde, le silence d'Eustache, les paiements secrets de Monsieur Henry, le refuge l'Arche de l'Espérance, où une religieuse appelée Sœur Amélie Dubois avait officiellement reçu Adélaïde et Généreux comme parents adoptifs pour tout légaliser sur papier. Amélie était morte il y a quelque temps, mais elle avait laissé le dossier complet conservé dans les archives du refuge. Madame Espérance avait une copie de chaque document. Mathieu écouta sans interrompre. Quand Madame Espérance eut terminé, il resta silencieux longtemps. Puis il se leva, marcha jusqu'au balcon, regarda les lumières de la ville et dit sans se retourner « Toute ma vie, j'ai senti qu'il me manquait quelque chose. Une pièce, un petit morceau. J'aime mes parents, j'aime Adélaïde, j'aime la mémoire de Généreux, mais j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de plus et je ne pouvais pas le nommer. » Il se retourna, regarda Octave, regarda Camille et marcha vers les deux. Il resta debout devant eux. « Frère, sœur. » Les 3 mots tombèrent dans l'air comme 3 petites cloches annonçant quelque chose que le monde attendait d'entendre depuis des décennies. Octave ouvrit les bras. Mathieu entra dans ses bras. Camille aussi. Et les 3 s'étreignirent au milieu de l'appartement, en pleurant sans dissimulation, comme 3 enfants qui retrouvent enfin la maison où ils s'étaient perdus. Madame Espérance les regarda depuis le fauteuil, posa ses 2 mains sur le pommeau d'argent de la canne et sourit. Le sourire le plus serein de toute sa vie. « Mathilde, ma sœur, » murmura-t-elle en levant les yeux vers le plafond. « Tes enfants sont là, tous les 3. Mission accomplie. » Mathieu ouvrit l'enveloppe du faux testament sur la table, l'étudia avec des yeux professionnels. Il sortit un autre dossier du tiroir de son bureau. Des documents originaux du groupe de Montaigne, signés de son vivant par Eustache. Il compara les signatures, compara les cachets, compara l'encre. « C'est une falsification, mon frère. Bonne, mais falsification. La signature du cachet avec l'étoile a le trait du milieu inversé. Mon vrai père, d'après ce que tu me racontes, dessinait toujours l'étoile de gauche à droite. Celle-ci est dessinée à l'envers. Celui qui l'a copiée n'était pas gaucher. Mon vrai père, oui. » Octave porta la main à sa bouche. « C'est vrai. Papa écrivait de la main gauche. Et il y a autre chose, mon frère. Les clauses de transfert d'actions au nom de Nicolas Vidal et Raphaël Courtois ont été rédigées avec un logiciel moderne. Mon père, selon les documents originaux,
n'a jamais utilisé ce type de rédaction légale. Cela a été préparé il y a quelques semaines, pas il y a des années, comme ils vont essayer de le prouver. Alors, nous avons des preuves. Nous avons suffisamment de preuves pour que demain, quand ils entreront dans la salle de réunion, ils n'en sortent pas en marchant, mais escortés. Au même moment, dans une maison isolée en bordure de la ville, une femme âgée ouvrit la porte de la cuisine. C'était la seconde épouse du défunt Eustache, Béatrice Pizarro, celle que Raphaël avait chassée de l'hôtel particulier quelques mois auparavant sous prétexte qu'elle serait plus tranquille loin du bruit. Béatrice vivait là avec une seule employée et un vieux chien qui dormait au pied du lit. Cette nuit-là, Béatrice ne pouvait pas dormir. Quelque chose lui disait qu'elle devait allumer la radio. Elle le fit et entendit dans une émission de nouvelles nocturnes une déclaration insolite. Une avocate anonyme avait contacté la station pour dénoncer qu'un faux testament serait présenté le lendemain à midi à l'hôtel particulier de Montaigne. La dénonciatrice avait demandé que la nouvelle soit diffusée à l'aube pour éviter que la famille patronale ne soit escroquée. Béatrice resta immobile devant la radio et alors elle se rappela. Elle se rappela les appels étranges de Raphaël quand elle vivait encore à l'hôtel particulier. Elle se rappela les papiers que la jeune fille gardait dans un tiroir fermé à clé. Elle se rappela le jour où elle avait trouvé par hasard une copie de la signature d'Eustache sur le bureau du cabinet. Sans y penser à deux fois, Béatrice prit son sac à main, réveilla l'employé, lui demanda d'appeler un taxi, et avant l'aube, elle se dirigeait déjà vers l'hôtel particulier de Montaigne, avec deux vieilles enveloppes serrées sur ses genoux. Des enveloppes qu'elle avait cachées le jour où elle avait quitté la maison, au cas où, parce que quelque chose dans son âme l'avait averti que ce moment allait arriver. La voix de la radio était celle d'une jeune femme courageuse. C'était Laurence Duval. Et la station était la même où un journaliste avait commencé des années auparavant à enquêter sur des mouvements suspects au sein du groupe de Montaigne. Le même journaliste qui s'était présenté comme photographe, engagé lors de ce déjeuner de fiançailles. Cet homme au carnet qui notait tout en silence. Son vrai nom était Jérôme Lambert. Madame Espérance l'avait engagé quelques mois auparavant pour documenter chaque mouvement de Raphaël à l'intérieur de la maison, sans qu'Octave ne le sache. À 11h30 du matin, l'hôtel particulier de Montaigne était plein. Octave avait convoqué, sans en annoncer la raison, tous les membres du conseil d'administration du groupe. Raphaël descendit de l'étage avec une robe élégante et les lèvres peintes de carmin. Elle souriait. Elle était sûre que ce midi serait sa victoire définitive. Nicolas Vidal arriva quelques minutes plus tard dans sa voiture de sport avec une pochette en cuir sous le bras. Raphaël le reçut avec un baiser discret sur la joue. « Tout est prêt, mon amour. Tout, ma chère. Quand Mathieu présentera le testament, nous aurons la majorité légale. Octave restera comme invité dans sa propre maison. » Ils passèrent dans la salle de réunion. Une longue table en chêne, 12 chaises. Octave entra par l'autre porte. Camille entra derrière lui. Et derrière Camille entrèrent un à un. Madame Espérance avec sa canne, Monsieur Henri avec le petit carnet en cuir, Justine Leclerc avec le portable à la main, Béatrice Pizarro avec ses deux vieilles enveloppes, Jérôme Lambert avec un enregistreur sur la table. Et enfin, ouvrant grand les portes, Mathieu Leroy-Dubois avec sa mallette d'avocat. Raphaël resta figé. Nicolas laissa tomber sa pochette au sol. Que signifie tout cela? Cela signifie, Raphaël, dit Octave en s'asseyant en bout de table, que mon père avant de mourir a laissé un vrai testament et que ce testament est entre les mains de mon frère, qui est entré aujourd'hui par cette porte pour la première fois de sa vie en tant que fils de cette maison et non en tant qu'avocat engagé. Raphaël regarda Mathieu. Mathieu lui rendit le regard avec la sérénité froide des hommes qui ont découvert à temps ce qu'ils étaient, sur le point de signer. Madame Courtois, le testament que vous avez préparé avec Monsieur Vidal est une falsification. J'ai ici les preuves. J'ai ici les originaux signés par mon vrai père. Et j'ai ici le dossier du refuge L'Arche de l'Espérance, signé par sœur Amélie Dubois, qui prouve mon identité. La gendarmerie attend à l'entrée. Le conseil d'administration va voter aujourd'hui même l'expulsion de Nicolas Vidal et le dépôt de plainte formelle contre vous. Raphaël se leva. Elle chercha la porte des yeux. Jérôme Lambert la filmait déjà avec la caméra cachée dans la broche de sa veste. Béatrice Pizarro déposa sur la table les deux anciennes enveloppes. Elles contenaient des lettres dans lesquelles Raphaël, des années auparavant, demandait déjà de l'argent à Nicolas en échange de s'occuper du problème de l'héritage. « Octave, mon amour, c'est un malentendu. Je t'aime, je t'ai toujours aimé. C'est un mensonge des employés. » Octave se leva. Il marcha jusqu'à elle, la regarda longuement, sans colère, sans mépris, seulement avec une profonde tristesse. « Tu ne m'as jamais aimé, Raphaël. Et moi, pendant longtemps, je n'ai pas non plus su ce qu'était aimer. Aujourd'hui, une femme humble, avec un torchon à la main et une enveloppe dans son sac, m'a appris ce que signifie lever la paume de la main et dire
Votre voix n'atteint pas cet endroit-là. Tu peux partir maintenant en marchant ou attendre que la loi t'accompagne. Cela ne me revient plus de le dire. » Raphaël s'effondra sur la chaise. Nicolas tenta de s'échapper. La porte du salon était bloquée par 2 gendarmes qui attendaient dehors. Jérôme Lambert termina l'enregistrement. Monsieur Henri, debout sur le côté, baissa la tête avec un respect silencieux. Les semaines passèrent. L'hôtel particulier de Montaigne, par décision unanime des 3 héritiers, changea de nom. Il ne s'appelait plus Hôtel particulier. Il s'appelait Maison Mathilde, en l'honneur de la femme qui avait uni 3 vies à distance sans que personne ne le sache de son vivant. Le refuge L'Arche de l'Espérance fut agrandi. Mathieu, Octave et Camille signèrent ensemble les documents pour qu'il devienne un foyer permanent pour femmes âgées sans famille, en mémoire de sœur Amélie Dubois et de toutes les sages-femmes anonymes qui avaient soutenu des enfants comme Aurélien dans des villages oubliés. Madame Espérance Chevalier emménagea dans le jardin de la Maison Mathilde, dans une chambre avec vue sur les peupliers. Béatrice Pizarro revint à l'hôtel particulier, mais cette fois en tant que grand-mère. Camille la traitait comme telle. Octave l'appelait maman pour la première fois de sa vie. Justine Leclerc fut promue chef de cuisine avec un double salaire. Laurence Duval revint du village et accepta le poste que Justine lui avait offert. Monsieur Henri continua comme majordome en chef jusqu'à ce qu'il décide lui-même de prendre sa retraite, mais il ne manqua jamais de venir prendre le thé de l'après-midi dans le jardin, où Camille et Madame Espérance l'attendaient toujours. Raphaël Courtois et Nicolas Vidal furent jugés pour escroquerie, falsification de documents et complot. Le processus fut long, mais la vérité cette fois-là arriva complète. Un après-midi doux, sans date exacte, Camille était assise sur le banc de pierre sous l'arbre du jardin. Elle tenait dans ses mains la minuscule médaille d'Aurélien. Elle la regardait en pensant à sa mère, en pensant à toutes les boîtes vides d'affection que Mathilde avait portées en silence, en pensant à la chance inouïe d'avoir trouvé 2 frères là où il y avait auparavant la solitude. Octave s'assit à ses côtés. Mathieu s'assit de l'autre. Madame Espérance s'approcha lentement avec sa canne. Béatrice apporta de la limonade sur un plateau. Monsieur Henri mit de la musique douce par les haut-parleurs du jardin. Justine, Laurence, Jérôme Lambert et d'autres amis de la maison s'approchèrent peu à peu. Un après-midi ordinaire, une table ordinaire, une famille construite avec les morceaux que la vie avait dispersés pendant des décennies. Camille leva les yeux, regarda ses 2 frères, serra la médaille contre sa poitrine et dit d'une voix basse. Cette même voix avec laquelle elle avait un jour arrêté une femme en colère dans le hall de marbre. « Maman, si tu m'entends, la boîte n'est plus vide. La boîte est pleine. Elle est pleine de tous et de toi pour toujours. » Le vent fit doucement bouger les feuilles des peupliers, comme si quelqu'un, d'un endroit très lointain et en même temps très proche, avait enfin fermé un livre après de très nombreuses années d'attente patiente. Et dans cette maison qui n'était plus un hôtel particulier, où le silence habitait autrefois, et où la vérité vivait maintenant, le monde entier sembla comprendre en un seul après-midi de jardin une leçon que l'on n'apprend pas dans les livres, que la dignité ne s'achète pas, que la vérité ne périt pas, et que l'amour véritable, même s'il met des décennies à trouver la porte, frappe toujours à la bonne porte du cœur, juste à temps.